La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection, ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'Empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité, c'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses, retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagements, souvenirs, opinions des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Dans la vie réelle, le respect ne se demande pas, il s'impose par des actes, pas par des discours. Il y a des personnes qui poussent les limites des autres juste pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si jamais tu as ressenti comment quelqu'un franchit cette ligne invisible et que tu restes paralysé, te justifiant ou cherchant à adoucir le coup, tu sais exactement de quoi je parle. Le problème n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que tu permets par ta réaction. Chaque fois que tu expliques trop, que tu te justifies face à un manque de respect, tu remets le contrôle de la situation entre les mains de l'autre et le message est clair. Ta dignité est en jeu. Tu ne peux pas négocier ta valeur. À ce moment-là, la seule chose qui sépare ton bien-être de la manipulation des autres est ta capacité à tracer une limite froide et définitive. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Cette phrase, prononcée sans trembler et suivie du silence, pèse plus que n'importe quel argument. Le silence n'est pas vide, c'est une barrière, un mécanisme de défense qui laisse clairement entendre que ton respect n'est pas une monnaie d'échange. La plupart des gens ne supportent pas le poids de ce silence, car ils dénudent leur stratégie et leur renvoient le miroir de leur propre comportement. Ici, il ne s'agit pas de plaire, ni de prouver que tu as raison.
Il s'agit de protéger ton énergie comme si c'était une ressource limitée. Ainsi, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu entraînes ton caractère et enseignes, sans mots, comment on doit te traiter. Défendre ta paix n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline. Personne n'a un accès illimité à ta dignité. 1. Fixez la limite sans vous justifier. Si vous ne fixez pas la limite, tout le monde pense qu'il peut la pousser autant qu'il le souhaite. C'est aussi simple que cela. Les gens ne respectent pas ce que vous ne protégez pas. Et si vous attendez que le respect soit automatique, vous vivez dans une fantaisie enfantine. Arrêtez de chercher des raisons pour vous justifier devant ceux qui vous méprisent. Chaque fois que vous essayez d'expliquer pourquoi vous méritez du respect, vous vous rabaissez, vous vous abandonnez et vous leur donnez la clé pour franchir cette ligne encore et encore. Le respect de soi ne se négocie ni ne se discute. Il s'impose par des faits, pas par des discours doux ni des supplications déguisées en arguments. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Pourquoi continuez-vous à agir comme si votre dignité était une question ouverte au débat? L'erreur la plus courante est de croire que vous devez justifier chaque limite, comme si l'autre personne avait droit à une explication ou pire encore, à une seconde chance après vous avoir piétiné. Non. Une phrase suffit, ferme et contenue. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Vous la dites une seule fois, sans tremblement dans la voix, sans fioriture et surtout sans ajouter d'excuses ni de longues histoires qui affaiblissent votre position. Si on vous lance une grimace, un rire nerveux ou un commentaire sarcastique, restez dans le silence absolu. Ne nourrissez pas le cycle. Ne tombez pas dans le piège de nuancer votre limite pour que l'autre ne se sente pas mal à l'aise. Chaque mot supplémentaire est un recul, une invitation à tester jusqu'où ils peuvent vous pousser avant que vous ne craquiez. La vérité inconfortable est que celui qui franchit vos limites le fait parce qu'il a déjà vu que votre réaction est faible, prévisible ou complaisante. Si vous vous justifiez, vous devenez complice de votre propre épuisement émotionnel. Le silence, après avoir fixé la limite, est le véritable coup. Vous faites clairement comprendre qu'il n'y a pas d'espace pour négocier votre respect. Le silence met mal à l'aise l'abuseur, l'oblige à se confronter à lui-même et lui montre que son pouvoir s'arrête là où commence votre fermeté. Ce n'est pas de l'orgueil vide, c'est de l'autocontrôle. Vous cessez de donner votre énergie émotionnelle à ceux qui ne l'ont pas méritée. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Le respect que vous recherchez à l'extérieur naît de la limite que vous maintenez à l'intérieur. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'inconfort de déranger, vous ne briserez jamais le schéma qui vous maintient piégé dans des relations malsaines. Vous n'avez pas à expliquer votre fatigue, votre colère ou votre désir qu'on vous parle bien. Celui qui ne le comprend pas en une seule phrase ne le comprendra pas même si vous lui écrivez un essai. C'est ainsi que l'on entraîne le muscle de la dignité. C'est ainsi que l'on coupe l'accès à votre paix intérieure. La limite ne se supplie pas, elle s'établit. N'expliquez pas votre respect, faites-le ressentir. 2. Parle clairement, puis garde le silence. Cela t'arrive au travail, en famille, dans la rue ou même avec quelqu'un que tu considérais proche. Une phrase malveillante, un commentaire cinglant ou une attitude qui te laisse le cœur serré, comme si tu recevais une facture qui ne t'appartient pas. À ce moment-là, l'esprit commence à s'agiter, hésitant à répondre. Comment le faire si tu vas faire trop de bruit ou si tu es trop sensible? L'impulsion de clarifier, de te justifier ou d'adoucir ce que tu ressens se déclenche comme un réflexe appris après des années à vouloir maintenir l'harmonie à tout prix, même si cela implique de renoncer à ton propre bien-être. L'inconfort pèse, mais la peur du conflit se déguise en prudence et tu finis par te taire ou pire, à laisser le manque de respect s'installer comme quelque chose de tolérable. La clé est de briser ce cycle automatisé où ta réaction ne fait qu'alimenter le schéma de l'autre. Parler clairement, une seule fois, sans fioriture ni hésitation, est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Non seulement par peur de la réaction de l'autre, mais aussi à cause de la bataille intérieure. Cette partie de toi qui veut éviter l'inconfort à tout prix, même si le prix est ta propre dignité.
Dire « je n'accepte pas que tu me parles ainsi » n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que la négociation est terminée. C'est là que commence le véritable défi, résister à la tentation de continuer à parler, de t'expliquer, de chercher à ce que l'autre comprenne ou accepte ta limite. Si tu le fais, tu jettes par-dessus bord le travail que tu as fait pour la poser. Garder le silence, après avoir parlé clairement, est un acte de maîtrise de soi, de respect réel envers toi-même, même si l'inconfort te ronge de l'intérieur. Le silence est inconfortable, car il te confronte à l'anxiété de ne pas savoir comment l'autre réagira, mais c'est justement ce malaise qui renforce ton caractère. C'est ici que se musclent les émotions, où tu apprends à tolérer le poids de la tension sans céder. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais d'assumer la responsabilité de protéger ton espace psychologique. Chaque fois que tu te justifies ou que tu expliques trop, tu perds du terrain. Chaque fois que tu gardes le silence après ta phrase, tu regagnes du pouvoir et tu enseignes à l'autre que ta dignité n'est pas à vendre. Ne confonds pas silence et soumission. Le silence, lorsqu'il suit une déclaration ferme, est la ligne à ne pas franchir. La réaction de l'autre ne te définit pas. Ta réponse, si. Parler clairement, garder le silence, c'est la structure qui transforme la dynamique. Le respect se construit dans l'espace où les autres comprennent qu'ils n'ont plus la permission de t'envahir. Personne ne peut discuter de ta valeur si tu ne la mets pas en jeu. La clarté et le silence sont tes meilleurs alliés. N'explique pas ce que tu as déjà clairement établi avec tes limites. Ta paix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. 3. N'explique pas ta décision à personne. Je te le confie. La plus grande partie de ma vie, j'ai ressenti une pression absurde à expliquer chacune de mes décisions, comme si le monde entier avait le droit d'auditer mes choix et de rendre un verdict. C'est un mécanisme si automatique que tu ne te rends même pas compte de quand cela a commencé. Tu sais juste que tu traverses la vie en portant une sorte d'obligation invisible de justifier chaque limite, chaque préférence, chaque non que tu dis. Et le pire, c'est que ce besoin de t'expliquer vient bien souvent de la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de froid ou d'insensible, alors qu'en réalité, tu essaies simplement de protéger ton espace. Mais voici le problème, plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à ce que les autres remettent en question ce que tu as déjà décidé. Tu deviens un otage de leurs opinions parce que tu leur donnes du matériel pour argumenter, pour négocier, pour te pousser là où cela les arrange. L'impulsion d'expliquer n'est pas innocente. C'est une stratégie inconsciente pour éviter de te sentir coupable, pour chercher l'approbation et surtout pour éviter cette brutalité d'inconfort qui apparaît quand quelqu'un est contrarié parce que tu as posé une limite. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes que l'explication est, presque toujours, une faiblesse déguisée en courtoisie. Quand tu décides que ta limite est valable, mais que tu ressens le besoin de l'orner d'excuses, tu entres dans un cycle où ta décision dépend de la validation des autres. C'est comme si tu demandais la permission de te protéger. Combien de fois as-tu ressenti ce vide dans l'estomac juste après avoir donné une raison de trop? C'est le prix à payer. Chaque explication inutile est une fracture dans ton caractère, un signe que tu es encore attaché au désir d'être compris plutôt que respecté. Ici entre en jeu l'analyse froide. Si ta décision est cohérente avec tes valeurs, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Celui qui exige des raisons derrière une limite claire ne cherche généralement pas de compréhension. Il cherche une faille pour affaiblir ta position. Ne pas expliquer ta décision n'est pas un manque d'empathie, c'est un filtre contre les manipulations. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu ne justifies pas ta limite, cet inconfort appartient à l'autre, pas à toi. Le respect ne se négocie pas autour d'une table de débat, il se maintient dans la pratique quotidienne. Chaque fois que tu te tais après avoir posé une limite, tu entraînes le muscle de l'autonomie. Décider de ne pas expliquer est un acte de maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de convaincre pour te tenir debout. La dignité n'a pas de note de bas de page. C'est la ligne emblématique. Ta décision ne nécessite ni permission, ni applaudissement.
La seule explication dont tu as besoin est celle que tu te donnes à toi-même, et cela suffit. La véritable liberté émotionnelle commence quand tu cesses de justifier ce que tu as déjà décidé de protéger. 4. Le silence renforce ta position. Une porte en acier se ferme d'un seul mouvement, net et définitif. Pas besoin de grincer ni de craquer. Il suffit de ce bruit sourd et l'image est claire. Celui qui est dehors n'entre plus et celui qui est dedans décide de l'accès. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque tu marques ta limite. Ce n'est pas un vide inconfortable, c'est une barrière physique, palpable, qui coupe la conversation à la racine et laisse flotter le message. Jusqu'ici. Observe la scène. Après ta phrase brève et ferme, l'air devient dense, les gestes se figent, les mains se déplacent à la recherche de justification dans l'air. Mais tu maintiens le regard fixe, le corps droit, la bouche fermée avec une détermination qui se ressent dans les épaules tendues et la mâchoire serrée. Le silence n'est pas passivité, c'est une présence active. C'est la décision, visible dans chaque muscle, de ne pas offrir une parole de plus. La réaction de l'autre, en général, est d'essayer de reprendre le contrôle avec des gestes nerveux ou des phrases courtes qui cherchent à ouvrir une fissure dans ta fermeté. Il se peut qu'il élève la voix, s'agite, cherche ton regard en espérant une explication, une porte entrebâillée pour se glisser à nouveau dans ton espace. Mais il ne la trouve pas. Le silence pèse comme une dalle, et dans ce poids, l'autre commence à sentir la véritable portée de ta limite. Rien n'est plus inconfortable pour celui qui est habitué à pousser que de se heurter à un mur qui ne répond pas. Celui qui abuse, celui qui manipule, dépend de ta réaction. Lorsque le silence s'installe, la tension se déplace sur ses épaules, pas sur les tiennes. Le pouvoir change de main sans que tu aies à t'efforcer de crier, de discuter ou de convaincre. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils se sentent responsables d'alléger l'inconfort, de remplir l'espace avec des explications ou des phrases conciliantes. Mais chaque fois que tu cèdes et parles, tu perds du terrain. Le silence est ta déclaration la plus percutante. Il n'y a pas d'argument qui le surpasse, ni de justification qui l'affaiblisse. Celui qui ne répond pas commande. C'est la loi non écrite des dynamiques humaines. Parfois, l'absence de réponse est le message le plus clair. L'autre apprend qu'il ne peut plus négocier avec toi, que ta dignité n'est pas en jeu et que son opinion n'a pas d'accès direct à ta paix intérieure. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Tu ne baisses pas les yeux, tu ne te recroquevilles pas, tu ne bouges pas de ta place. Tu respires profondément et tu laisses le silence faire son travail. Tu peux remarquer comment l'autre personne s'inquiète, se tortille, cherche une réaction et ne l'obtient pas. C'est à ce moment-là que ta position se renforce, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu refuses de dire. Le silence est un mur invisible. Seul celui qui a appris à soutenir cette tension sait combien c'est difficile et libérateur. Ne pas répondre, c'est aussi répondre. C'est la formule. Si tu veux que tes limites soient respectées, apprends à laisser le silence parler pour toi. 5. Ne réagis pas aux provocations vides. Tout ce qui t'est lancé ne mérite pas de réponse. C'est aussi brutal que ça. La règle que personne ne veut accepter. La plupart réagissent par réflexe, comme si chaque provocation était une obligation, comme si tu étais attaché à une corde invisible que l'autre peut tirer quand il le veut. Te rends-tu compte de la facilité avec laquelle il te manipule quand tu entres dans ce jeu? Chaque fois que tu sautes devant une provocation vide, tu remets le contrôle de tes émotions entre leurs mains et tu te rabais au niveau de celui qui cherche à te faire perdre ton calme. C'est le piège. Ils te tentent avec des phrases conçues pour te mettre hors de toi, pour que tu te justifies, pour que tu montres de la faiblesse et que tu commences à danser au rythme de leurs insécurités. Ils le font parce qu'ils savent que, si tu réagis, ils ont déjà gagné. Tu n'as pas besoin d'entrer dans chaque discussion ni de prouver que tu as raison devant ceux qui ne méritent même pas ton explication. Celui qui cherche à te provoquer ne veut pas de dialogue, il veut du spectacle.
Ne lui donne pas le plaisir de te voir perdre le contrôle. La réaction automatique est l'ennemi. Celui qui te provoque veut te voir exploser. Il veut t'entraîner à son niveau et voir comment tu t'épuises. Si tu tombes dans le piège, tu lui confirmes qu'il a du pouvoir sur toi. C'est ici que le muscle de la tempérance s'entraîne vraiment. Ne réagis pas. Laisse les mots passer comme un vent froid. Qu'ils s'épuisent seuls en attendant une réponse qui ne viendra jamais. S'ils exigent que tu répondes, s'ils t'accusent d'être distant, indifférent ou faible pour ne pas combattre leur bataille, souris intérieurement. Seul celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même a besoin de combattre chaque provocation. Celui qui réagit perd. C'est la sentence. Si tu cherches le respect, tu ne le trouveras pas dans l'arène de celui qui te provoque, mais dans la solidité de celui qui n'a pas besoin de se défendre contre des attaques vides. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. C'est la réponse mature face à des jeux d'enfants. Celui qui veut te provoquer ne mérite ni ton énergie, ni ton temps. Si tu réponds, tu t'enlises dans la boue. Si tu te tais, tu montres que son opinion ne pèse même pas un gramme dans ta balance. Le respect de soi se voit dans la capacité à choisir ses batailles, non dans l'urgence de prouver quelque chose à celui qui ne le mérite pas. Tu n'es pas une marionnette des émotions des autres. Si tu n'apprends pas à laisser passer la provocation, tu vivras tourmenté par l'opinion et le poison de ceux qui cherchent seulement à t'entraîner vers leur propre vide. La provocation est un hameçon, ne mords pas. Choisis ta paix avant ton ego. La réaction est un luxe que tu ne peux te permettre que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Le reste est un épuisement inutile. Celui qui ne réagit pas commande. 6. Protège ton énergie de la manipulation. La manipulation n'existe pas si tu ne donnes pas ton énergie. C'est aussi simple que brutal. Aucun manipulateur n'a de pouvoir réel sur toi tant que tu ne lui permets pas d'entrer dans ton espace mental. Tant que tu ne lui cèdes pas ton attention, ta réaction, ton besoin d'approbation. Le véritable piège ne réside pas dans ce qu'on te dit, mais dans ce que tu fais avec cela dans ta tête. L'épuisement commence lorsque tu ressens l'obligation de répondre, de corriger la distorsion, de te défendre contre des jugements qui ne te concernent même pas. C'est le mécanisme caché. Tu deviens le gardien de l'opinion des autres et néglige la vigilance sur tes propres états internes. Le résultat est une fuite lente d'énergie, une dette émotionnelle qui s'accumule pendant que tu essaies de rester à flot au milieu de dynamiques qui ne t'ont jamais bénéficié. Lorsque quelqu'un cherche à te manipuler, il ne vient pas discuter d'idées, il vient tester les limites de ce que tu es prêt à tolérer et mesurer ton besoin d'être accepté. Si tu entres dans ce jeu, tu perds 2 fois. D'abord, parce que tu t'épuises dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Ensuite, parce que tu renforces l'idée que ta valeur dépend de la réaction que tu génères chez l'autre. La peur de mal paraître, d'être vu comme dur ou distant, te fait baisser la garde et offrir des explications, alors qu'en réalité, tu devrais renforcer le filtre qui protège ton énergie. La manipulation ne commence jamais à l'extérieur. Elle surgit toujours de la fracture interne qui te pousse à mettre la validation des autres au-dessus de ta tranquillité. Il suffit que quelqu'un insinue que tu es égoïste, froid ou peu compréhensif, et immédiatement, tu actives le mécanisme de défense. Tu expliques, tu justifies, tu adoucis ta position même si cela implique de te trahir. Le véritable travail consiste à identifier ce reflet, cet élan automatique de vouloir prouver que tu es une bonne personne, même devant ceux qui n'ont pas d'intérêt réel à te comprendre. L'énergie émotionnelle n'est pas illimitée. Chaque fois que tu la donnes dans des scénarios de manipulation, il te reste moins pour ce qui compte vraiment. Tes projets, tes relations saines, ta paix mentale. Il faut apprendre à supporter l'inconfort de ne pas plaire, de laisser l'autre se sentir mal à l'aise avec ta limite, d'accepter que tout le monde ne va pas te comprendre ni t'approuver. Tout ne mérite pas de réponse, ni ton énergie n'est d'accès libre. C'est le mot d'ordre. La protection de ton énergie commence au moment où tu choisis dans quelle bataille tu investis ton temps et ton attention.
Laisser passer la provocation. Ne pas te laisser entraîner par le chantage émotionnel et rester ferme dans ta décision, même si on t'accuse d'être insensible, est un signe de maturité et non de froideur. L'autocontrôle s'entraîne chaque fois que tu priorises ton bien-être sur la compulsion d'expliquer ou de convaincre. Si tu veux que tes limites soient respectées, tu dois commencer par respecter toi-même la valeur de ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. Celui qui prend soin de lui envoie le message le plus clair. Mon énergie n'est pas une monnaie d'échange. Protège-toi d'abord. Ensuite, le monde comprend comment te traiter. 7. Le calme désarme le manque de respect. Tu es dans la file d'attente de la banque, un matin comme les autres, et quelqu'un derrière toi élève la voix de manière inutile, lançant un commentaire sarcastique sur la lenteur du service, s'adressant à toi comme si tu étais responsable du rythme du monde. L'inconfort est presque physique. Tu sens la pression dans la nuque, l'envie de répondre, de te défendre ou de rendre le sarcasme. Mais c'est ici que la mécanique interne des interactions humaines entre en jeu. Celui qui perd son calme perd le contrôle de la situation. La plupart tombent dans le piège de réagir, d'élever le ton ou de s'expliquer, comme si le respect dépendait d'un échange de mots ou d'une défense immédiate. Ce que presque personne ne voit, c'est que la véritable force réside dans le fait de maintenir son calme, car le calme n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient qui change la structure du pouvoir dans la dynamique. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, son attente est que tu entres dans le jeu, que tu répondes au même niveau et que tu t'épuises émotionnellement. Mais si tu restes ferme, sans élever la voix ni te justifier, l'autre se retrouve exposé face à son propre manque de contrôle. Le calme désarme car il annule la réaction qui alimente le cycle du manque de respect. Il n'a pas besoin d'explication, ne cherche pas de vengeance. Il définit simplement une frontière mentale. Ici, tu n'entres pas. L'effort réel réside dans le maintien de cet état intérieur, car l'esprit veut sauter, veut se défendre, veut régler des comptes. Mais si tu t'observes une seconde avant de parler, si tu choisis le calme comme posture, tu coupes l'accès à ton énergie et laisses l'autre porter l'inconfort qu'il a voulu te provoquer. Le respect de soi se perçoit dans l'assurance. Le manque de réaction est le signe le plus clair que personne ne peut te traîner sur son terrain si tu ne le permets pas. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est la plus grande expression d'un autocontrôle stratégique. Il te permet d'analyser la situation, de voir les mécanismes qui opèrent et de décider où investir ton énergie. Celui qui répond avec sérénité laisse l'autre sans armes, car il n'y a rien de plus frustrant pour celui qui cherche à te blesser que de se retrouver face à un mur impassible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une autorité intérieure. Ici se voit le véritable entraînement émotionnel. Tu ne permets pas qu'on te vole ton centre, tu ne laisses pas l'environnement décider de ta réaction. Le calme, soutenu sous pression, transforme l'interaction. Il rend obsolète la provocation et redirige le poids du moment vers celui qui a tenté de te déstabiliser. Ainsi, tu transformes chaque attaque en un rappel que le contrôle demeure là où tu décides. Le calme désarme l'irrespectueux car il l'affronte à son propre vide et te rend le contrôle de ton énergie. Il n'y a pas de respect sans autocontrôle. C'est la ligne invisible qui définit qui commande dans chaque interaction. 8. Ton respect n'est pas négociable. Parfois, je me surprends à repasser en silence des conversations qui n'ont même pas eu lieu, à répéter des réponses, à mesurer le ton, à imaginer l'expression de l'autre personne, comme si mon respect était mis à l'épreuve à chaque phrase que je prononce. Il y a une lourdeur dans la poitrine, une tension qui te pousse à serrer les mains ou à bouger les pieds sous la table, tandis que ton esprit calcule le risque de déranger quelqu'un en défendant ton espace. Tu sens comment le corps réagit, le regard se durcit, la mâchoire se contracte, et pourtant la voix intérieure hésite, se demandant si tu ne vas pas trop loin. Dans ces secondes, le temps semble s'étirer, et le simple fait de soutenir le regard sans baisser la tête devient un petit défi physique.
Il y a une sorte de poids invisible, comme si chaque limite que tu poses coûtait de l'énergie vitale. Mais tu sais que céder serait encore plus coûteux. C'est ainsi que dans la réalité, on ressent le moment où tu décides que ton respect n'est pas négociable. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais chargés d'intention. Une réunion de travail où quelqu'un essaie de minimiser tes idées avec une blague blessante, le silence qui s'installe après ta phrase ferme, les regards échangés et le léger tremblement dans les mains de celui qui s'attendait à te voir reculer. Ces secondes sont décisives. La tentation d'adoucir ta position, de rire pour alléger l'atmosphère ou d'ajouter une explication frappe fort. Mais tu tiens bon. Tu sens comment l'énergie change de place. L'autre, habitué à ce que tu cèdes, se retrouve maintenant face à un mur qu'il n'attendait pas. L'atmosphère se refroidit. Les mots flottent dans l'air sans trouver où atterrir. C'est le coup exact de ne pas négocier ton respect, soutenir l'inconfort, résister à l'envie de le remplir d'excuses et laisser la limite devenir un fait concret. Celui qui n'a jamais entraîné ce muscle confond fermeté et dureté. Mais la réalité est que protéger ton respect ne te rend pas cruel, cela te rend clair. Chaque fois que tu choisis de ne pas négocier, le corps apprend, l'esprit se renforce et ta présence devient plus solide. Il ne s'agit pas de hausser la voix ni de s'imposer par la force. Il suffit de maintenir la phrase et le silence, même si les battements de cœur résonnent dans les oreilles. Voici la scène. Un échange de regards, une posture droite, l'air lourd d'une décision qui ne s'explique ni ne se discute. Le respect ne se mendie jamais. C'est un filtre. Ceux qui le comprennent restent, ceux qui ne le comprennent pas s'auto-excluent. Quand ta limite est inébranlable, le message est simple. Tu en es là, et il n'y a pas d'invitation à franchir. Apprendre à supporter le poids de cette décision est ce qui, peu à peu, te libère du besoin de plaire ou de convaincre. Celui qui ne négocie pas son respect ne perd jamais. C'est ici que se joue ton autonomie réelle. 9. Enseigne aux autres comment te traiter. La façon dont tu permets qu'on te parle, qu'on te regarde, qu'on te traite, est comme un manuel d'instruction que tu remets, même si tu ne t'en rends pas compte, depuis le premier geste jusqu'au dernier mot. Ce n'est pas un mystère. Chaque fois que tu avales un mépris et que tu souris, chaque fois que tu minimises un manque de respect avec une blague ou que tu fais semblant que tout va bien pour ne pas déranger, tu écris en grand. Ça va, tu peux recommencer. Ne te laisse pas tromper par l'excuse de la prudence, de l'empathie ou parce que tu ne veux pas de problème. En réalité, c'est du confort déguisé en vertu. Attendre que les autres devinent comment te traiter sans que tu le précises est comme attendre qu'on te rembourse une dette que tu n'as jamais réclamée. Le monde ne va pas lire dans tes pensées ni s'arrêter pour tes besoins non exprimés. Le respect s'enseigne, il ne se mendie pas. Cesse de penser que poser des limites est être hostile. Ce qui est vraiment hostile, c'est de permettre l'invasion et ensuite de se plaindre en silence, comme si tu étais une victime du hasard. La dignité ne se négocie pas autour de la table, ni ne se discute en groupe. Elle se démontre par une seule instruction claire et le courage de la maintenir. Lorsque tu tolères l'intolérable, le message est brutalement simple. Je ne valorise pas mon espace, donc n'importe qui peut entrer. Et attention, ne blâme pas ton environnement, ta famille, ton patron ou tes amis. Celui qui n'enseigne pas permet. Le manque de respect répété n'est pas un accident, c'est de la programmation. Si ce n'est pas toi qui fixes le cadre, les autres l'imposent à ta place. Personne n'apprend à bien te traiter par osmose. Tu dois le laisser clair ou accepter les conséquences. Le traitement que tu reçois est celui que tu enseignes à tolérer. Si cela ne te plaît pas, change-le. Ne cherche pas d'excuses dans la culture, dans les coutumes ou dans les histoires qu'on t'a racontées sur le fait de ne pas faire de vagues. Cesse de cacher ta peur de confronter sous le déguisement de la courtoisie. Chaque fois que tu cèdes, que tu minimises un manque de respect, que tu justifies des comportements d'autrui pour éviter une conversation inconfortable, tu t'entraînes à être ignoré. Et ensuite, tu te demandes pourquoi personne ne te prend au sérieux, pourquoi tes limites sont du papier mouillé.
Personne ne respectera ce que tu piétines toi-même. C'est aussi simple que cela. Tu n'es pas une victime, tu es le maître de ce que tu permets. Si tu n'enseignes pas par des faits comment tu veux être traité, tu te condamnes à être spectateur de ta propre vie. Enseigner comment tu veux être traité n'est pas de l'arrogance, c'est une survie émotionnelle. Tu n'as pas besoin de crier ni d'imposer la peur. Il te suffit de laisser l'instruction sur la table et de ne pas la déplacer, même si l'inconfort pèse. Le respect n'est ni automatique ni immédiat. Il s'entraîne, se renforce et surtout se défend. Si tu ne supportes pas la tension de poser des limites, prépare-toi à porter le poids de l'insatisfaction et du ressentiment. La limite que tu n'enseignes pas finit par dévorer ton énergie et ta paix. Le respect s'éduque à coups de clarté, pas de résignation. Décide si tu continues à attendre des miracles ou si, une fois pour toutes, tu prends le contrôle et enseignes aux autres comment te traiter. 10. Défends ta paix avant tout. Ta paix n'est pas à vendre, ni à tempérament, ni en promotion spéciale. C'est la vérité qu'il est difficile de soutenir dans un monde qui exige, à chaque pas, que tu t'expliques, que tu cèdes, que tu fasses preuve de flexibilité même si cela te laisse sans air. Le véritable conflit n'est pas à l'extérieur. Il vit dans la tension interne entre ce besoin de plaire et la nécessité vitale de te protéger. Chaque fois que tu privilégies l'harmonie extérieure à ton équilibre intérieur, ce que tu fais réellement, c'est hypothéquer ton bien-être pour acheter une acceptation bon marché. L'esprit, entraîné pendant des années à éviter le rejet, fabrique des excuses. Ce n'est pas si grave. Mieux vaut ne pas en faire tout un drame. Peut-être que j'exagère. Mais la facture émotionnelle arrive de toute façon, silencieuse et cumulative, te volant énergie et clarté. Défendre ta paix est un acte de rébellion intime. Cela nécessite de reconnaître la racine de l'inconfort que tu ressens lorsque tu te tiens ferme. Ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de perdre l'image de bonne personne qui te protège du jugement des autres. Le véritable travail commence lorsque tu cesses de négocier avec toi-même pour plaire aux autres. Combien de fois t'es-tu senti vidé, creux, avec la sensation d'avoir donné trop lors d'une conversation qui ne méritait même pas ton temps? C'est le signal interne que tu ne peux pas ignorer. La paix se défend en silence, pas à grands cris ni avec des explications. Le mécanisme est simple et brutal. Celui qui exige que tu sacrifies ta tranquillité pour maintenir un lien ne pense jamais à ton bien-être, seulement à son confort. Chaque fois que tu te justifies ou ouvres des portes pour que d'autres commentent tes limites, c'est toi qui paies le prix, pas eux. Apprendre à supporter le malaise de décevoir ou d'incommoder est l'entraînement essentiel. La maturité émotionnelle ne se mesure pas par la capacité à t'adapter à l'environnement, mais par la force de maintenir ta frontière interne, même si cela signifie être mal compris. Je préfère incommoder que de me trahir. C'est le mot d'ordre. La paix intérieure est un filtre. Tout ce qui la traverse sans permission est une dette qui ensuite génère des intérêts sous forme d'anxiété, de ressentiment ou d'épuisement. Personne ne va la défendre pour toi. Personne ne va te donner la permission de te prioriser. C'est une décision quotidienne, si intime que parfois personne ne la remarque, mais qui change le cycle complet de ta vie. Ce que tu ne défends pas, le monde le prend pour disponible. Protège-toi. Personne d'autre ne le fera avec la détermination que tu peux entraîner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens restera distraite, parlant trop, cherchant validation sur des écrans et perdant leur temps dans des comparaisons inutiles. La vérité inconfortable est que 2026 n'aura pas de patience pour ceux qui ne prennent pas au sérieux le contrôle de leur vie. S'exposer, réagir à tout, expliquer chaque limite, épuise ton énergie et te rend vulnérable.
Personne ne viendra te sauver de la dispersion ni de l'auto-tromperie. Si tu ne coupes pas avec les vieilles habitudes, tu vas rester coincé, répétant des excuses pendant que d'autres avancent en silence. Il ne s'agit pas de motivation bon marché ni de belles phrases, mais de la réalité de chaque jour. Si tu ne filtres pas ce que tu consommes, ce que tu dis et ce que tu laisses entrer dans ton esprit, il n'y a pas de discipline qui tienne. Chaque minute que tu passes à justifier tes limites, à chercher l'approbation ou à réagir impulsivement est une fracture de plus dans ton caractère. Le monde ne te doit pas de reconnaissance et ta transformation n'a pas besoin de spectateurs. Il y a un coût psychologique à vivre en fonction de l'opinion des autres et chaque fois que tu choisis le bruit au lieu du silence, tu paies ce prix avec ta propre avancée. Changer n'est pas optionnel pour ceux qui veulent se démarquer. C'est un devoir envers soi-même. Discipline sans témoin, concentration sans comparaison, douleur transformée en moteur. C'est seulement ainsi que tu évites de rester en arrière. 2026 appartient à ceux qui osent briser le moule. Ne sois pas surpris du prix de ne pas changer. 1. Protège ton énergie avec un silence intentionnel. La plupart des gens ne échouent pas par manque de talent, mais parce qu'ils gaspillent leur énergie à parler trop et à s'exposer sans raison. Que cela te plaise ou non, chaque fois que tu ouvres la bouche sans but, tu laisses échapper une partie de ta force. De nos jours, tout le monde semble obsédé par le partage du moindre détail de sa vie, comme si la surexposition était un accomplissement ou une obligation. Mais la vérité est celle-ci. Plus tu es facile à lire, plus tu es facile à manipuler et à épuiser. Le silence intentionnel n'est pas se taire par peur, c'est se taire par stratégie. C'est décider consciemment à qui tu permets d'accéder à tes pensées, tes processus et tes plans. Combien de fois vomis-tu tes idées et émotions dans n'importe quelle oreille disponible, juste pour te sentir validé pendant un instant? Ce n'est pas de l'authenticité, c'est une faiblesse camouflée en honnêteté. Celui qui a besoin d'approbation externe pour maintenir son chemin n'a pas de chemin propre, juste une route empruntée et fragile. Le vrai silence pèse, et c'est pourquoi la plupart l'évitent. Parler moins est une discipline douloureuse, car elle oblige à faire face à l'inconfort de ta propre pensée. Mais voici le point. Toute cette énergie que tu économises en évitant les conversations futiles, en n'expliquant pas chaque mouvement, en ne justifiant pas tes décisions, se transforme en pouvoir accumulé. Le silence est un investissement, pas une perte. Les personnes qui progresseront vraiment en 2026 ne seront pas celles qui crient le plus, mais celles qui savent quand et comment garder leurs mots. La surexposition est une dette émotionnelle qui se paie cher. Chaque fois que tu t'ouvres à quelqu'un qui ne le mérite pas, chaque fois que tu expliques tes rêves à quelqu'un qui ne les comprend pas, tu te vides un peu plus. Et non, tu n'es pas plus libre en disant tout. Tu es plus vulnérable, plus prévisible, plus faible. La discipline du silence ne consiste pas à devenir un fantôme social, mais à protéger l'intégrité de ton processus. Tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu penses, ni de valider ce que tu ressens. Celui qui vit en s'expliquant finit par perdre le respect de soi et à remettre le contrôle de ses émotions aux autres. Si tu n'es pas capable de supporter le poids de ton propre silence, n'importe quelle opinion externe te fera bouger comme une feuille au vent. C'est aussi simple que cela. Arrête de chercher des spectateurs, arrête de chercher des témoins. La véritable transformation se produit en privé, sur le terrain où personne n'applaudit ni ne remet en question, juste toi et ta vérité. Si tu n'apprends pas à protéger ton énergie en fermant la bouche à temps, tu vas continuer à être esclave des réactions et des attentes des autres. Se taire, c'est construire un muscle mental. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction automatique, tu renforces le filtre qui te protège de l'épuisement émotionnel. Tout le monde ne mérite pas ta version sans filtre. Tout le monde ne peut pas supporter le poids de ce que tu as à l'intérieur. Parler moins, c'est réserver ta force pour ce qui compte vraiment. Tes actions, ton progrès, ta transformation.
Les personnes qui réalisent quelque chose de différent en 2026 seront celles qui comprennent que l'énergie ne se donne pas, elle se protège avec des limites claires et un silence sélectif. Ne sois pas un de plus qui se vide pour s'intégrer. Sois celui qui se vide d'excuses et se remplit de discipline. Le silence n'est pas absence, c'est présence multipliée. La voix la plus forte est celle qui sait quand se taire. Arrête de te comparer. Concentre-toi sur ton chemin. Tu regardes ton téléphone en te brossant les dents et tu vois, sans le vouloir, une image que tu n'as pas cherchée. Quelqu'un qui a étudié la même chose que toi. Quelqu'un qui, il y a quelques années, semblait être sur la même ligne de départ que toi, maintenant apparaît dans un bureau luxueux ou sur une plage isolée, souriant à la caméra avec cette expression de victoire silencieuse. Pas besoin de vouloir te comparer, ta tête le fait toute seule. Le compte à rebours invisible commence. Qui est allé plus loin, qui a plus, qui semble vivre plus léger. Le mécanisme est automatique, presque impossible à arrêter sur le moment. Tu sens comment une voix intérieure s'active et te dresse la liste de tout ce qu'il te manque, te punit pour chaque retard supposé, te demande des résultats que tu ne sais même pas si tu désires vraiment. Se comparer est un reflet appris, une habitude toxique que beaucoup traînent depuis l'enfance. C'est comme porter un poids supplémentaire dans le sac à dos, un poids que personne ne t'a demandé de porter, mais que tu traînes quand même chaque jour. Et le pire, le monde moderne a perfectionné ce piège. Avant, tu te comparais avec le voisin, maintenant avec des millions en même temps, filtrés, retouchés, irréels. La comparaison constante est une fuite silencieuse d'énergie. Chaque fois que tu te laisses entraîner par cet élan, tu perds de vue ce que tu peux réellement contrôler, ton propre parcours. Personne ne te raconte les sacrifices derrière chaque photo. Personne ne montre le vrai prix de ses réussites. Pourtant, ta tête construit des histoires complètes à partir de miettes visuelles. Tu te convaincs qu'ils avancent plus vite, qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont nés avec des avantages qui t'ont été refusés. Cette narration te vole ta clarté. Tu commences à remettre en question tes décisions, non par conviction, mais par la pression de ne pas rester en arrière. Le résultat est un cycle de frustration qui ne finit jamais et qui te pousse à prendre des raccourcis, à changer de direction chaque fois que tu vois une vie supposément meilleure que la tienne. C'est ainsi que l'on perd le cap, non par manque de talent, mais parce qu'on est trop préoccupé par les chemins des autres. Être obsédé par le parcours des autres est la façon la plus sûre de trahir le tien. Personne ne peut construire une vie authentique tout en regardant du coin de l'œil les autres. La comparaison est un filtre qui déforme la perception, fait que tes réussites semblent insignifiantes et tes erreurs impardonnables. Et le plus grave, elles te déconnectent de ton propre processus d'apprentissage. Quand la mesure est toujours externe, tu ne te sentiras jamais suffisant, quoi que tu fasses. Le premier pas pour sortir de ce piège n'est pas d'ignorer les autres, c'est d'apprendre à écouter ce que tu veux vraiment, même si c'est inconfortable de l'admettre. Cela nécessite du courage de rompre avec le schéma de regarder sur les côtés et de tourner le regard vers l'intérieur. Il n'y a aucun mérite à arriver rapidement à une destination qui n'a jamais été la tienne. La vraie discipline commence quand tu cesses de poursuivre des standards extérieurs et que tu t'engages envers ton propre développement, même si personne ne le voit, même si personne ne le célèbre. Tu dois protéger ton attention contre la tentation de mesurer chaque pas selon la vie des autres. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une décision quotidienne, une sorte d'entraînement à contre-courant. Le véritable progrès est silencieux et souvent inconfortable. Tu es responsable du chemin que tu choisis et aussi de la distraction que tu permets. Souviens-toi de cela. Personne ne peut te voler ton processus, mais tu peux le donner en te comparant. Arrête de regarder à l'extérieur, commence à construire de l'intérieur. La seule compétition qui compte est contre la version que tu étais hier. La comparaison est une dette émotionnelle, l'attention, un investissement que seul toi décides de faire. 3. Supporte la solitude, renforce ton caractère. Je dois l'admettre, il y a des jours où la solitude pèse plus que je ne le voudrais. Ce n'est pas la solitude physique,
Celle-là est facile à combler avec du bruit, des écrans ou des gens. C'est l'autre, celle qui apparaît quand je décide de cesser de me distraire et de faire face à mes propres décisions, à mes manques, à tout ce que j'ai évité d'analyser en profondeur. Supporter ce vide sans fuir est inconfortable. Mais ce que j'ai compris, à force de coups et de recul, c'est que cet inconfort est le filtre naturel qui sépare ceux qui ne font que fantasmer sur le changement de ceux qui le réalisent vraiment. La peur de la solitude fonctionne comme une encre invisible. Elle te maintient collé à des routines médiocres, à des relations qui ne comptent plus, à des conversations qui ne te transforment pas, simplement parce que tu crains de rester seul avec tes pensées les plus basiques et tes questions non résolues. La plupart choisissent de remplir n'importe quel vide existentiel avec du bruit extérieur par incapacité à tolérer même une minute de silence intérieur. Mais cette urgence à fuir, à diluer la douleur de l'isolement, finit toujours par affaiblir le caractère. Éviter la solitude, c'est comme éviter l'entraînement. On a l'impression d'épargner la douleur, mais en réalité, on se condamne à la fragilité. Quand tu analyses froidement les moments les plus décisifs de tout processus de transformation, il y a un schéma qui se répète. La grande majorité se produit dans des espaces de solitude volontaire. Ce n'est pas un hasard. Sans témoin, sans public et sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit, c'est quand tu peux enfin écouter ce que tu penses et ressens vraiment, sans filtre ni apparence. La solitude forcée est parfois cruelle, mais la solitude choisie est celle qui te permet de réécrire le scénario de ta vie. C'est un laboratoire où tu découvres à quel point tu as vécu en pilote automatique, répétant des schémas hérités, reportant des décisions importantes et cherchant refuge dans la validation des autres. Passer du temps seul n'est pas une punition. C'est une stratégie d'autodiagnostic, la seule façon d'exposer les lacunes de ta propre structure mentale et émotionnelle. Personne ne renforce son caractère entouré d'applaudissements. Le caractère se forge exactement là où personne ne te voit, quand c'est toi qui décides si tu restes ferme ou si tu te laisses emporter par le confort de ce que tu connais. Il y a une conséquence claire à éviter la solitude. Tu deviens dépendant de ton environnement pour réguler tes émotions et définir ta valeur. Si tu ne supportes pas d'être avec toi-même, tu deviens accro à la compagnie facile, aux opinions des autres, à la fausse sécurité que donnent les relations superficielles. Cette dépendance est la fracture qui coûte le plus cher, car au moment où la vie te laisse sans ses soutiens externes, tu te retrouves sans ressources internes pour te maintenir. Renforcer le caractère implique d'abord d'identifier tous ces moments où tu fuis l'inconfort, et ensuite de décider consciemment de les affronter au lieu de les anesthésier. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de résistance. Celui qui supporte la solitude développe un filtre naturel contre la manipulation émotionnelle et la pression sociale. Là est la différence. La solitude ne détruit que ceux qui ne l'ont jamais vraiment affrontée. Les autres l'utilisent comme un entraînement pour durcir leur volonté et pour protéger leur concentration. Le conseil est simple mais pas facile. Apprends à rester avec toi-même sans distraction, même si cela fait mal. Permets-toi de sentir le vide, d'écouter les questions inconfortables, d'analyser tes propres contradictions. Transformer l'inconfort en discipline est le pas que la plupart ne franchissent jamais. Et c'est pourquoi la plupart ne changent jamais vraiment. Supporter la solitude renforce le caractère parce que cela t'oblige à construire une base interne qui ne dépend de rien ni de personne. Personne ne peut s'entraîner à ta place. Personne ne peut supporter tes silences pour toi. Le caractère se mesure quand personne ne regarde et il ne grandit que lorsque tu choisis de ne pas fuir. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège mal compris. Accepte le défi. Rends-toi fort là où les autres abandonnent. L'inconfort est le prix de la liberté. 4. Maîtrisez vos impulsions avant de réagir. Un doigt suspendu sur le bouton d'envoi, la tension dans la mâchoire, le pouls à peine altéré. À cet instant microscopique avant d'agir, votre corps révèle déjà ce que votre esprit tente de masquer.
L'impulsion est comme un ressort chargé. Vous pouvez sentir la pression s'accumuler dans la poitrine. Cette urgence électrique qui parcourt les muscles et qui demande à sortir sous forme de mots, de gestes ou de réactions immédiates. Il est facile de se laisser emporter. Une notification inattendue, un commentaire qui pique votre fierté, un regard que vous interprétez comme un défi. La réaction automatique est un soulagement fugace, comme relâcher le ressort et voir l'énergie se disperser sans contrôle. Mais là est le problème. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion, vous perdez une partie de votre maîtrise intérieure. Vous remettez le contrôle de votre vie à des forces extérieures et vous vous retrouvez piégé dans un cycle qui ne construit jamais rien de solide. Apprendre à maîtriser les impulsions n'est pas une question de répression rigide ni d'indifférence feinte. C'est développer la capacité de faire une pause, de supporter l'inconfort dans cette marge étroite avant de répondre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes très concrets. Vous avalez votre salive avant de donner une réponse qui, vous le savez, ne servira qu'à alimenter une discussion inutile. Vous baissez les yeux et comptez jusqu'à 3 avant de répondre à un message chargé de ressentiment. Vous fermez la bouche lorsque l'ego exige que vous vous défendiez à tout prix. Ces secondes de rétention sont minuscules pour le monde, mais monumentales pour votre caractère. Ce que la plupart appellent le contrôle de soi n'est rien d'autre que la décision de ne pas être esclave de la première émotion qui apparaît. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions devient prévisible. Il répond toujours de la même manière, tombe toujours dans les mêmes pièges, dépense toujours son énergie dans ce qui ne compte pas. Il y a une différence brutale entre sentir et réagir. Sentir est inévitable, l'émotion surgit, frappe, secoue. Réagir, c'est choisir de remettre le gouvernail à cet instant, de permettre à l'émotion de décider à votre place. Le contrôle de soi n'est pas une anesthésie. C'est choisir le moment et la forme. C'est s'observer de l'extérieur, comme si vous pouviez voir votre propre visage se tendre ou vos poings se fermer, et décider de ne pas céder. C'est ainsi que se construit la force invisible qui soutient ceux qui avancent, tandis que les autres s'épuisent à se battre dans des batailles inutiles. Chaque action impulsive est une dette que vous devez ensuite payer avec des regrets, avec des explications inutiles, avec des relations fracturées. En revanche, chaque fois que vous maîtrisez l'impulsion, vous accumulez du crédit interne, des réserves de patience et de clarté qui vous servent quand cela compte vraiment. Ce n'est pas un processus confortable ni immédiat. Au début, c'est difficile, car le corps demande une réaction, l'esprit exige un exutoire, et l'environnement semble récompenser les plus bruyants. Mais observez attentivement. Ceux qui dirigent vraiment leur vie, ceux qui parviennent à maintenir une vision à long terme, sont ceux qui ont appris à résister à la tentation de répondre à chaud. La discipline commence dans ces microsecondes de retenue, lorsque vous choisissez de ne pas vous justifier, de ne pas attaquer, de ne pas tomber dans le jeu de l'autre. Respirez profondément, regardez vos mains, sentez le poids du moment. Là réside la différence entre celui qui se noie dans ses émotions et celui qui les utilise comme matériaux de construction. Celui qui réagit perd, celui qui décide gagne. Ne confondez pas réaction et force. La véritable force est de savoir attendre, d'utiliser la pause comme un bouclier et comme un filtre. Personne ne regrette de s'être retenu lorsque l'impulsion était destructrice. Le contrôle de soi est la base de toute transformation profonde. Parfois, ce que vous pouvez faire de plus courageux, c'est de ne rien faire. Maîtriser vos impulsions est le premier pas pour maîtriser votre destin. 5. Faites de la discipline sans chercher de reconnaissance. La reconnaissance est la drogue la moins chère et la plus addictive qui existe. Si tu cherches des applaudissements pour te mettre en marche, tu as déjà perdu. Attendre que quelqu'un te célèbre pour faire ce que tu dois faire est la recette parfaite pour stagner et devenir un parmi tant d'autres. La plupart des gens ne sont pas disciplinés, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils ne peuvent soutenir l'effort que lorsque quelqu'un regarde, lorsqu'il y a des témoins, lorsqu'il y a la promesse d'une récompense immédiate. C'est ainsi que tu deviens dépendant, fragile, facile à manipuler.
Tu t'entraînes à répondre à la récompense, pas à ce besoin intérieur de te surpasser. Le monde est rempli de personnes qui n'agissent que lorsqu'il y a des yeux sur elles, mais s'éteignent dès que les projecteurs disparaissent. C'est la racine de la médiocrité. Tu as besoin de témoins pour valider chaque étape, et au fond, tu crains que personne ne remarque si tu t'améliores en silence. Mais la vraie discipline est invisible. C'est ce que tu fais quand il n'y a pas de public. C'est le travail que tu ne partages pas sur les réseaux. C'est la constance que personne n'applaudit parce que personne ne la voit. Si ton moteur principal est la reconnaissance, prépare-toi à échouer chaque fois que tu ne reçois pas suffisamment d'attention. Personne ne te doit des applaudissements pour faire ce qui t'incombe. Fais le travail, point. Fais-le même si personne ne te félicite, même si personne ne te regarde, même s'il n'y a pas un seul mot d'encouragement à la fin de la journée. C'est la différence radicale. Ceux qui changent vraiment leur vie sont prêts à répéter le processus 100 fois en privé avant de montrer un seul résultat en public. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que la validation externe est volatile, mais que la solidité interne se construit dans l'ombre, sans témoin, sans médaille. La discipline qui compte est celle que tu maintiens quand la fatigue pèse, quand l'environnement ne soutient pas, quand la tentation d'abandonner semble raisonnable et que personne ne saura si tu échoues. Tu n'es pas spécial pour faire ce que tu dois faire. Personne ne te doit de reconnaissance pour avoir choisi ce qui est juste. Le mérite réside dans l'insistance juste au moment où ton esprit te supplie de t'arrêter, quand il n'y a ni récompense ni reconnaissance, juste la satisfaction brutale de ne pas te trahir toi-même. Le plus grand piège est de faire les choses en attendant de la gratitude ou de la visibilité. C'est ainsi que tu deviens esclave du regard des autres et, pire encore, que tu rends tes progrès dépendants de l'attention externe. Chaque fois que tu conditionnes ta discipline à l'approbation, tu la rends instable, fragile, inutile à long terme. Veux-tu être différent en 2026 ? Commence par comprendre ceci. La vie ne récompense pas ceux qui demandent de la reconnaissance, mais ceux qui se tiennent dans l'obscurité. Les résultats solides naissent de l'effort silencieux, du sacrifice que personne ne compte, de la douleur que personne n'applaudit. Accepte que le travail acharné ne se voit pas toujours, ni ne se célèbre. Accepte que le chemin de la discipline se parcourt dans la solitude, sans like, sans commentaires, sans applaudissements. Fais de la discipline comme si personne ne devait jamais le savoir. C'est le filtre ultime. Si tu ne peux soutenir l'effort que lorsque tu le rends public, tu n'as pas de discipline, tu as une dépendance émotionnelle. Construis des habitudes qui ne dépendent pas de la validation. Construis des processus qui n'ont pas besoin de témoins. Le caractère se démontre en privé, pas sous les projecteurs. Fais ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que tu attends une récompense. Si cela te fait mal de ne pas recevoir de reconnaissance, mieux vaut que cela te fasse mal maintenant et que tu apprennes que d'attendre toute ta vie un applaudissement qui n'arrive jamais. La discipline silencieuse vaut plus que 1000 ovations vides. La vraie différence est faite par ceux qui s'exigent plus que ce que le monde attend. Tu n'es pas tes réalisations publiques, tu es tes habitudes cachées. La reconnaissance est éphémère, la transformation est permanente. 6. N'explique pas tes limites, applique-les simplement. Personne ne respecte celui qui a besoin de justifier chacun de ses limites. C'est la vérité inconfortable. La plupart des gens dépensent plus d'énergie à expliquer pourquoi ils disent non, pourquoi ils s'éloignent, pourquoi ils n'acceptent pas les règles que les autres imposent, qu'à simplement maintenir le limite et c'est tout. C'est un mécanisme appris très tôt. Tu crains de déplaire, tu crains d'être traité d'égoïste, tu crains d'être rejeté pour ne pas céder, alors tu te lances dans de longues et maladroites explications, comme si ton droit à te protéger avait besoin d'une autorisation ou d'une justification. Il y a une peur profonde d'être mal compris, de porter la culpabilité de ne pas plaire, de perdre l'acceptation de ceux qui t'entourent. Mais chaque fois que tu tombes dans ce jeu de te justifier, tu renforces l'idée que tes besoins sont négociables ou que tu dois demander pardon pour défendre ton espace. Ainsi, tu t'épuises.
Ainsi, tu deviens un otage émotionnel de la réaction des autres. À l'intérieur, il y a un dialogue constant. Est-ce que je n'exagère pas? Et s'ils sont offensés, que vont-ils penser si je mets cette limite? Cette insécurité est ce qui te fait douter, ce qui affaiblit ta position et, au fond, ce qui permet aux autres de franchir tes frontières, encore et encore. Ce n'est pas seulement une question d'éducation ou de cordialité, c'est une fracture dans la confiance en soi, un manque d'entraînement à dire non sans culpabilité, sans fioriture, sans détour. Chaque explication que tu donnes est une invitation à négocier la limite, à te presser, à remettre en question ta décision. Et le pire, c'est que souvent, tu n'es même pas conscient de quand tu remets le contrôle. Tu le fais presque automatiquement, poussé par le désir d'éviter le conflit, comme si ta valeur dépendait de l'approbation ou de la compréhension extérieure. Mais comprendre cela est vital. Celui qui sent qu'il doit se justifier pour poser une limite, c'est qu'il n'a pas encore compris son propre droit à exister sans demander la permission. Dans la vie réelle, cela se voit dans le quotidien. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas, tu prends des appels qui te drainent, tu écoutes des problèmes d'autrui qui ne te concernent pas, tu fais des heures supplémentaires juste pour ne pas dire que tu ne peux pas. Et quand tu oses enfin mettre un frein, tu te précipites à expliquer chaque détail comme si ton bien-être devait être voté par les autres. L'épuisement ne vient pas seulement des autres, mais de l'effort interne de te convaincre que tu as le droit de décider jusqu'où tu vas. La véritable discipline émotionnelle est de cesser de négocier tes limites avec ceux qui ne les comprendront jamais. Il y a une phrase que tu devrais te tatouer mentalement. Celui qui s'explique trop s'affaiblit. Tu n'as pas besoin de discours pour protéger ta paix. Tu n'as pas à détailler des raisons, ni à demander l'approbation pour prendre soin de tes priorités. La fermeté se démontre dans les actes. Tu dis non et tu le maintiens. Tu prends de la distance et tu ne la justifies pas. Tu mets une frontière et tu ne l'embellis pas d'excuses. Les gens respectent ce qui n'est pas discuté. Et oui, il y aura de l'inconfort, peut-être du rejet, même des jugements. Mais la tranquillité qui naît de maintenir tes limites sans explication est bien plus grande que l'anxiété d'essayer de plaire à tout le monde. L'autorité sur ta vie se consolide dans le silence, par des actes, pas par des discours. Chaque limite trop expliquée est une fissure dans ton propre respect. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Si ta limite est claire pour toi, c'est suffisant. N'explique pas, applique-la. 7. Transformez la douleur en moteur de progrès. Vous vous réveillez et le premier souvenir qui apparaît est ce malaise sourd dans votre corps, cette gêne persistante qui ne s'efface ni avec le café ni avec la meilleure playlist. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est l'accumulation de petites déceptions, de pertes récentes, de mots qui ont fait plus de mal que vous ne l'avez admis, d'opportunités qui se sont échappées quand vous en aviez le plus besoin. La douleur, bien qu'elle soit silencieuse et apparemment invisible, pèse plus que n'importe quel sac à dos. Elle s'installe dans la nuque, dans l'estomac, dans la façon dont vous froncez les sourcils ou dans la difficulté que vous avez à commencer la journée. Beaucoup essaient de la minimiser ou de se distraire, d'autres tentent de la déguiser avec de l'humour. Certains en font une excuse pour abandonner. Mais la vérité est que la douleur ne disparaît pas en la niant. Elle se transforme simplement en un fardeau caché qui limite chaque décision. Et voici le premier point clé. La douleur est inévitable, mais ce que vous en faites est votre choix. Il existe un mécanisme mental qui s'active face à toute expérience douloureuse, l'impulsion de fuir, de se plaindre ou de chercher des coupables. C'est une défense primaire, presque automatique, mais terriblement coûteuse. Chaque fois que vous choisissez le chemin de la plainte, la douleur se recycle. Elle passe d'un signal utile à une prison émotionnelle. En revanche, lorsque vous prenez le temps d'analyser d'où vient cette douleur et à quoi elle sert, la douleur peut devenir un outil stratégique, un filtre qui sépare ce que vous devez changer de ce que vous devez simplement laisser aller. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau d'analyse. Ils restent bloqués à la surface, piégés dans des récits de victimes, attendant que quelque chose d'extérieur résolve leur inconfort.
Mais la douleur bien utilisée est une carte. Elle indique les fractures dans votre caractère et les points faibles de vos habitudes. Ce n'est pas la souffrance qui vous freine, c'est votre utilisation inefficace de celle-ci. La clé est de changer votre relation avec la douleur. Si vous la voyez comme un ennemi, elle vous affaiblit. Si vous la voyez comme un maître, elle vous pousse. Le processus n'est ni confortable ni rapide. Il nécessite de regarder en face ce qui fait le plus mal et de vous demander avec une brutalité honnête quelle décision vous avez retardée, quelle limite vous n'avez pas fixée ou quelle discipline vous n'avez pas maintenue. La douleur indique avec une précision chirurgicale vos domaines à améliorer, les zones non entraînées de votre vie. Et la seule véritable erreur est de gaspiller cette information. Transformer la douleur en moteur implique une décision consciente. Cessez de l'utiliser comme excuse pour l'inaction et commencez à l'utiliser comme carburant pour le progrès. Personne ne progresse sans un confort soutenu. Personne ne se transforme en évitant le malaise. La douleur est le prix d'une version plus forte de vous-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui répètent le même cycle réside dans la capacité à traiter la douleur et à en extraire une décision concrète. La compassion mal comprise ne fait que perpétuer le statu quo. La discipline émotionnelle consiste à vous demander chaque jour « Que me demande cette douleur ?» et ensuite agir, même si cela fait plus mal au début. La croissance personnelle ne se produit pas en l'absence de douleur, mais dans la gestion stratégique de celle-ci. Si vous parvenez à transformer ce malaise en un rappel quotidien de ce que vous pouvez encore améliorer, la douleur cesse d'être un obstacle et devient un moteur. Celui qui apprend à utiliser la douleur comme signal d'ajustement ne reste jamais longtemps au même endroit. Oubliez d'attendre le moment parfait, la motivation idéale ou le soulagement immédiat. Rien de tout cela n'existe. La vie ne récompense pas ceux qui souffrent en silence, mais ceux qui transforment la souffrance en mouvement. La douleur n'est pas une punition, c'est le rappel qu'il y a encore de la place pour grandir. Ce qui vous pèse aujourd'hui peut vous propulser demain. La différence réside dans ce que vous décidez de faire avec ce que vous ressentez. La douleur est inévitable, le statu quo est optionnel. 8. Agis avec cohérence, ne te mens pas à toi-même. Je me suis surpris à rester immobile devant le miroir, observant un geste que je connais trop bien. La mâchoire serrée, le regard fuyant, les épaules légèrement affaissées comme si j'essayais de cacher un poids invisible. C'est ce moment où l'esprit commence à fabriquer des excuses pour ne pas faire ce que je sais que je dois faire. Là, dans cette pause, je découvre l'habileté involontaire que j'ai à me justifier, à orner mes petites trahisons quotidiennes d'arguments qui semblent logiques, mais qui, si je les démonte, ne sont rien d'autre que des procrastinations déguisées. Je me dis que ce n'est pas le meilleur jour, que j'ai besoin de plus d'informations, que je le ferai sérieusement demain. Et je remarque comment, avec chaque phrase, je m'éloigne un peu plus de la personne que j'affirme vouloir être. L'auto-illusion n'est pas toujours un mensonge explicite. Souvent, c'est ce soupir profond, ce demi-sourire forcé, ce rituel silencieux de reporter l'urgence avec de petites concessions qui s'accumulent. Au final, ce qui reste est une sensation dense dans la poitrine et la certitude inconfortable que personne ne me voit, mais je sais tout. Être cohérent n'est pas un acte d'héroïsme, c'est un exercice quotidien d'honnêteté brutale. C'est regarder les décisions concrètes que tu prends, ce que tu manges, ce que tu remets à plus tard, ce que tu permets, ce que tu tolères, et les comparer à ce que tu prêches, à ce que tu rêves, à ce que tu revendiques tout bas et sur les réseaux. Le corps envoie des signaux. Tu sens l'estomac serré chaque fois que tu fais une promesse sans réelle intention de la tenir. La gorge se dessèche quand tu mens sur ton processus. Le dos se tend quand tu ignores cette tâche que tu as juré de résoudre aujourd'hui. L'auto-illusion est une dette silencieuse. Elle se paie sous forme d'insatisfaction quotidienne et de respect de soi érodé. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux tromper le monde un moment, mais tu ne peux pas tromper ton corps ni ta mémoire.
Dans la vie quotidienne, l'incohérence se remarque dans les détails les plus simples. Tu dis que tu veux de l'ordre, mais ton bureau est un chaos. Tu assures que cette année sera différente, mais tu répètes les mêmes rituels de procrastination, les mêmes conversations vides, les mêmes pensées circulaires que tu as promis de laisser derrière. Le langage corporel ne ment pas. Tu évites le contact visuel quand tu justifies tes échecs, tu croises les bras quand tu sais que tu cèdes à une habitude que tu as juré de couper. Il ne s'agit pas de perfection, mais de décision. Chaque fois que tu choisis d'agir contre ce que tu défends, ta volonté s'affaiblit un peu plus. Personne ne échoue à cause d'une grande erreur, mais à cause de centaines de petites incohérences qui se normalisent jusqu'à anesthésier l'inconfort. La cohérence fait mal parce qu'elle exige que tu cesses de te raconter des histoires, que tu regardes en face le décalage entre ce que tu déclares et ce que tu fais. La transformation commence lorsque les faits cessent d'être négociables. Il n'y a pas de changement réel sans inconfort. Si ton processus ne te dérange pas, c'est probablement du pur théâtre. La version de toi que tu veux construire ne se forge pas avec des intentions, elle s'entraîne avec des décisions inconfortables, avec des actes concrets que tu maintiens, même si personne ne les voit. Prends soin de tes contradictions. C'est l'une de ces phrases que tu devrais avoir tatouées sur le front, car chaque fois que tu l'évites, le poids de l'insatisfaction silencieuse augmente. La seule façon de sortir du cycle de l'auto-illusion est de surveiller tes propres actes avec la même rigueur que celle avec laquelle tu juges les autres. Il ne suffit pas de savoir ce que tu devrais faire. Tu dois le montrer dans les faits, dans les heures que personne n'observe, dans les détails que toi seul connais. Le respect de soi se construit en privé. Personne ne peut te donner de la cohérence. C'est une discipline qui s'entraîne tous les jours devant le miroir et dans les décisions que tu prends quand personne n'attend rien de toi. La cohérence ne se crie pas, elle se démontre. Ne te mens pas à toi-même. Chaque excuse est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la vie que tu pourrais avoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.